Signori, buonasera. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue tout d'abord au président Paolo Gentiloni qui aujourd'hui qu'aujourd'hui avec nous il inaugure cette 38e édition du meeting pour l'amitié entre les peuples. Bienvenue au Seigneur ambassadeur, les autorités et à vous tous. C'est la première rencontre de cette 38e édition du meeting. Ce qu'on a hérité doit être repossédé. À ça nous invite le titre et ça c'est l'horizon de ce meeting. C'est un horizon qu'on ne peut pas ne pas dire que vraiment en ce moment on se charge encore plus des questions dramatiques dans le moment où on est appelé à se confronter avec la violence nihiliste de qui n'aime pas la vie, qui détruit sa propre vie et la vie des autres. Et sûrement les faits de Barcelone nous contraignent à nous demander encore plus avec majeure intensité si on a des raisons adéquates pour vivre et si on a des raisons adéquates pour voir mourir. Parce qu'un temps comme cela demande pas moins que des raisons du genre-ci. Et même ce meeting ne peut pas être à la hauteur de ces questions. À la hauteur, pas de répondre, mais de savoir se mettre en jeu avec ces questions-là. Parce que si les réponses peuvent venir, elles viendront. Et donc, qu'est-ce qu'on s'attend de cette semaine, des dialogues, des témoignages, de tous ceux qu'on va regarder et on va découvrir ensemble? Je crois qu'il y a certains gains qu'on peut attendre. Je me permets de les citer. Le premier gain qu'on peut s'attendre, c'est que le meeting va contribuer à faire grandir la conscience que chacun de nous, c'est le résultat d'un héritage. C'est une conscience que pas nécessairement on a, dont pas nécessairement nous sommes pleins, qu'on consiste parce qu'on est entamé par un héritage, parce qu'on est fils, parce qu'on a un héritage national, on a beaucoup de valeurs, dans beaucoup de cas, une religion, beaucoup d'entre nous viennent de 70 ans de paix. Chacun de nous est signé par une histoire, d'une éducation, par des rencontres déterminées, intéressantes, qui ont déterminé la vie. Et ça, c'est un héritage dont on peut être conscient. Je crois que c'est le premier gagne à attendre. Et le deuxième possible gagne, c'est qu'on ne peut pas ne pas essayer à vérifier si cet héritage qu'on a reçu, si tous ces patrimoines qu'on donné tient, et si c'est utile aujourd'hui, devant ce changement d'époque, devant ce changement, devant tout ce qu'il se passe, et on ne peut pas cacher que ça nous remplit de peur. Donc la comparaison avec l'aujourd'hui, avec ces défis, voir si cet héritage tient. Mais il y a aussi un troisième aspect, un troisième possible facteur qui peut déterminer ces journées, qui pour moi c'est les plus charmants et les plus aussi émouvants de l'aventure qu'on va commencer aujourd'hui ensemble. Et c'est que le parcours de vérification de mon héritage me rend de manière irréducible compagnon de tout le monde. Ça ne me mène pas à me renfermer dans mon identité, dans mon héritage. Ça me rend, au contraire, compagnon de tout le monde. À chaque homme, n'importe quel type d'origine qu'il a. Parce que ce qu'on a en commun avec tout le monde, ce que j'ai en commun avec tout le monde, c'est le désir du bien, du vrai. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Le cœur, il parle la même langue sur ceci. Et le défi que la réalité nous pose, c'est pareil pour tout le monde. Les différences sont les outils qu'on utilise, les catégories des jugements qu'on utilise, les réalités culturelles qui nous définissent, les histoires et les accents. Mais c'est dedans, ces diversités,
qu'on entame les fils du dialogue, de la rencontre, et je dis avec grande conviction, du pardon mutuel. Je crois que sans ça, c'est difficile, ce soit difficile d'aller à l'avant. En ces contextes, donc, je remercie encore une fois le président Gentiloni pour sa présence, qui nous permet, à nous qu'on organise le meeting, mais aussi à tout le peuple du meeting, de garder vivant le dialogue qui nous tient à cœur, avec qui a la responsabilité ultime de la chose publique. Parce que beaucoup d'entre nous ont appris de Don Giussani d'avoir estime de chaque aspect de la réalité et aussi de la politique, et de regarder avec engagement aux responsabilités et aux urgences des autres. Et on a appris que la vraie ressource, même dans la vie sociale, c'est le vrai désir du bien. On voudrait, Monsieur le Président, que ce meeting puisse être une contribution à regarder avec réalisme aux drames et aux défis d'aujourd'hui, sans tomber dans le cynisme triste de qui essaie de renoncer aux désirs et aux espoirs pour le seul goût de s'opposer à tout le monde et à tout. On voudrait au contraire que même de ces journées, on puisse prendre l'occasion pour regarder le positif qu'il y a, pour se rencontrer, pour dialoguer et construire ensemble. En poursuivant avec ce début du meeting, je vous donne lecture du message que le président de la République a voulu nous envoyer et dont on est vraiment content pour cette compagnie, pour cette autoritaire compagnie qu'il nous fait. Dans la journée inaugurale du meeting 2017, je souhaite donner à ceux et à tous ceux qui participeront aux événements de Rimini mes salutations les plus chaleureuses et avec cela le souhait que la rencontre produise des bons fruits en aidant ainsi la société entière à renforcer sa propre cohésion dans l'esprit des valeurs propres à notre Constitution. Les thèmes choisis pour cette année, ce que tu hérites de tes pères, acquiert-le afin de le posséder, appellent les responsabilités dans les passages générationnels, des responsabilités des adultes qui ne peuvent pas consommer en surcroît des biens et des opportunités en les soustraisant à ses propres fils. Ce sont même des responsabilités appartenant aux jeunes qui sont appelés à faire propre les histoires et les choses pour leur donner au futur et devenir ainsi des protagonistes de cela. Nous habitons dans un monde qu'aujourd'hui s'est fait plus petit et il avance à une vitesse toujours plus soutenue. La mondialisation d'un côté et le développement des technologies de l'autre mettent en discussion l'autonomie même de la personne. L'idée de liberté, l'essence de la communauté, l'ambition de faire l'histoire demandent d'être constamment reformulées, vécues dans le présent. Les jeunes peuvent et doivent devenir auteurs de cette transformation épocale. La crise démographique alourdit notre société et favorise la tendance à regarder des horizons limités, en oubliant de préparer le lendemain. Le devoir des forces vivantes, clairvoyantes, est de garder toujours vive l'attention sur les conséquences des choix d'aujourd'hui et de contraster les champs courts de qui renonce à lever le regard et projeter le futur. La consciente responsabilité envers ceux qui viennent après nous, c'est comme la solidarité vers qui est en difficulté le plus. Sans ces poussées vitales, il n'existe pas de continuité dans la vie d'une communauté et les capacités même du développement d'une société sont remarquablement affaiblies. La politique, les institutions et les sujets économiques, les corps sociaux, ont tous un poids dans la détermination des résultats des changements en cours. Les complexités et l'interdépendance ne sont pas un alibi pour un dégagement. L'attention pour les jeunes doit se traduire en occasions concrètes et innovations. Que ces occasions ouvrent les portes à une mobilité sociale vraie et à une pleine citoyenneté, à partir du droit au travail et à l'instruction, qui est origine de la liberté des personnes et de la société. Ainsi faisant, en investissant sur le futur, une collectivité retrouve la confiance et double sa propre force. Signé Sergio Mattarella. Grazie Presidente. Merci le Président aussi pour votre message d'introduction au meeting. Et maintenant, je donne la parole au représentant des Nations Unies,
qui lira le message que le secrétaire général des Nations Unies a préparé pour le début de ce meeting. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre d'Italie, Excellences, Mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de me trouver ici à Rimini, encore une fois, au meeting pour l'amitié entre les peuples. Je dis bien encore une fois, je suis là parce qu'il y a 5 ans, au mois d'août, en 2012, j'étais présent au meeting en tant que président de la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire part d'un message de Son Excellence le secrétaire général des Nations unies, M. Gutiérrez, M. Antonio Gutiérrez, qui donc envoie ce message. D'ailleurs, il regrette énormément pour le fait de ne pas avoir eu la possibilité d'être présent en personne parce qu'il avait effectivement assumé d'autres engagements antérieurement. Le message du secrétaire général de l'ONU a trait au titre qui a été choisi pour le meeting de cette année, notamment une citation venant du Faust de Goethe, c'est-à-dire ce que tu hérites de tes pères, il faut que tu le regagnes pour toi-même, pour le posséder. Cette citation de Goethe est une inspiration pour votre programme de séjour, pour tirer une leçon véritable de cette citation, notamment comprendre les responsabilités sous-jacentes à cette responsabilité. Eh bien, il faut très bien les comprendre à fond. Nous devons éviter de nous comporter comme lui l'a fait Faust, c'est-à-dire qu'en dépit de son succès, il se sent tout à fait insatisfait de sa vie. Et donc, il en arrive même à un pacte avec le diable. Il vend son âme contre la connaissance infinie et les plaisirs mondains en dépit de son amour et de son héritage à lui. Et finalement, il perdra tout. Nous venons à ce moment précis, en termes de temps et d'espace, moulé par les décisions, des bonnes décisions, des mauvaises décisions que nos pères ont prises avant nous. Combien de temps, combien d'attention nous consacrons véritablement à l'analyse des leçons que nous avons tirées de cet héritage? Nous ne pouvons qu'imaginer. Par exemple, nous ne pouvons qu'imaginer que, par exemple, notre héritage aurait pu être beaucoup plus intéressant si, en absence de 2 conflits mondiaux, juste pour faire un exemple, nous avons fait nôtre leurs sacrifices ainsi que leurs décisions sages qui ont été prises avant et après les problèmes. Je pense par exemple à la Charte des Nations unies, notamment la Charte des droits fondamentaux, des droits civiques et fondamentaux. Le fait de se réapproprier de quelque chose n'est pas quelque chose qui aille au sens unique. En effet, il s'agit également de transmettre aux autres, à ceux qui viendront après nous, les générations à venir. En effet, nous n'arrivons véritablement pas à
posséder quelque chose. C'est à l'issue d'un processus qu'on y arrivera et à ce moment-là, il s'agira de le transmettre aux générations futures. Ce que nous irons transmettre aux générations futures, c'est quelque chose qui pourrait être même plus de ce que nous avons déjà hérité par le passé. Et un des concepts clés qui ont émergé du débat sur le développement durable a trait à l'idée de l'égalité intergénérationnelle. Or, quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants au vu de l'exploitation des ressources naturelles et au vu de la maltraitance de notre planète comme si elle était juste une décharge pour la plus belle universelle, soi-disant? Eh bien, les menaces grandissantes de notre planète demandent une plus grande et sensible attention sur la façon où nous produisons et consommons les biens. L'écosystème, quant à lui, présente des limites et nous ne saurons soutenir une croissance encore grandissante. Le déséquilibre dans l'utilisation, le contrôle des ressources, voilà une mine qui entame de nouveaux conflits, de nouvelles formes d'extrémisme qui, quant à elles, iront déstabiliser ultérieurement les populations de ce monde et provoquer des vagues migratoires qui iront au détriment de tout un chacun. L'air, l'eau, la nourriture, voilà trois éléments fondamentaux, voire indispensables pour l'existence de l'homme, que les personnes dans les pays développés donnent pour sûr dans notre monde occidental, parce que finalement, elles ont toujours disposé de ces ressources. Mais qu'est-ce que encore nous avons hérité du passé? Nous avons maintenant un monde avec beaucoup de cultures différentes, traditions différentes, religions différentes, ainsi que des couleurs de peau différentes, des idées et des expériences variées. Or, toutes ces différences sont à partager et à vivre. La diversité, tout d'abord, est le signal, tout d'abord, que la famille humaine se compose de toute une panoplie de personnes, position sociale, niveau de bien-être. La diversité, quant à elle, est une condition humaine inévitable. C'est une caractéristique commune de l'humanité. Et la diversité est d'ailleurs présente aussi dans la nature. Par exemple, les fleurs, les plantes, les sols, les ressources, l'air, l'eau, la connaissance humaine, le bien-être. C'est là que nous sommes appelés à partager de façon équitable tout ce dont nous disposons. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont des défis majeurs. Les Nations unies cherchent à collaborer et à suivre. Donc, je parle bien sûr de la collaboration avec les ONG, les académies, le monde académique en général, les leaders religieux, civils et ainsi de suite. Or, où se trouvent les leaders prêts à partir, prêts à agir pour les générations qui doivent encore naître? Quel est l'héritage que nous pourrons laisser à nos enfants et nos petits-enfants? Quel héritage pourrons-nous laisser, par exemple, à nos enfants et nos petits-enfants pour qu'ils puissent à leur tour le transmettre aux générations suivantes? La grande épreuve pour le leadership humain, voire les Nations unies de ce siècle, réside en ceci, c'est-à-dire s'assurer que la Terre reste une maison où l'humanité puisse continuer à habiter. N'oublions pas que le récit de Faust commence justement au paradis. Cependant, c'est sur Terre que nous devons œuvrer pour cultiver un héritage basé sur la joie de vivre et le bonheur pour toute l'humanité et les générations à venir. Voilà. Fin du message du secrétaire général de l'ONU. Je vous souhaite un très bon meeting. Merci. Grazie, grazie del
Merci pour le message au secrétaire général. Le professeur Vitalini nous introduit maintenant au thème spécifique de cette rencontre sur les perspectives de l'héritage futur de l'Italie. En introduisant ainsi le thème et l'intervention du président Gentiloni. On est tous un peu étonnés pour ce qu'on a vu en Europe en ce jour, mais on est convaincu que la vie domine sur la mort. C'est pour ça qu'on fait le meeting, pour dire que le désir de vie, de beauté, de justice peut gagner. Il peut gagner dans la mesure qu'on se demande comment aussi. En ces changements d'époque, c'est un thème que ce sera traité en ce meeting. C'est un thème discuté par Caron et le professeur Violante dans une rencontre, lors d'une rencontre à Milan. Et ce sera un sujet pour un cycle promu par le professeur Violante. Qu'est-ce qui se passe dans un changement d'époque? J'essaie de dire quelque chose d'étrange. C'est pas gagné que pour ce qui concerne l'Italie, habituellement. Je fais les statistiques et donc tout le monde parle toujours de moyenne. Je veux souligner que l'Italie, maintenant, c'est le lieu de la variabilité, des différences. Et je fais des exemples. Le problème démographique. Il n'y a pas un surcroît des naissances qui met en difficulté aussi notre vie économique future. Pourtant, il y a beaucoup de familles qui font des fils. Pas les plus riches, pas les familles les plus riches. Des familles qui risquent encore sur le futur. Pourquoi des familles font des fils et d'autres non? Première question. Deuxième exemple, l'immigration. Le problème de dérangement pour beaucoup, certains journaux font des titres apocalyptiques. Beaucoup, même pauvres, sont préoccupés, sont inquiétés. Pourtant, on le voit même au meeting avec l'exposition Nouveaux Italiens, Nouveaux Européens. Ce n'est plus un problème, c'est un fait. On s'intègre, on y travaille ensemble. Les migrants sont italiens. Ils s'énervent si on leur dit « vous êtes la deuxième génération ». Ils sont italiens, seulement ils sont jaunes, ils sont noirs, ils sont rouges. Ils sont de plusieurs couleurs, mais ils sont italiens. Ils travaillent dans des réalités éducatives. Ils s'aident à étudier. Pourquoi dans certains lieux, c'est commencé une capacité de vie ensemble qui dépasse ces xénophobies? C'est quoi la différence? Encore un troisième exemple, l'éditerie. Une difficile reprise d'un développement qui commence à y être. Mais pour ça aussi, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas capables de ressortir de la crise, qui sont bloquées. Mais il y a aussi des entreprises qui sont au niveau du maximum, du maximal changement de la technologie. Mais pourquoi certains, ils sont capables de changer et d'autres, ils disent on a fait toujours comme ça? Pourquoi il y a les mobiliers et la brigadière quand l'IKEA est arrivé, en ayant toujours vendu à Milan et maintenant ils vendent à Téhéran, à Moscou, à New York, à Melbourne, à Pékin. C'est quoi qui les fait changer? Quelle force les fait changer? Même ici, on aura beaucoup d'exemples en ce meeting. Et ensuite, le travail. Le travail qui est sujet d'une exposition qui est faite par des jeunes diplômés, et pas seulement des jeunes, qui racontent le travail qui change. C'est un problème grave. C'est un problème parce qu'ils n'arriveraient pas peut-être à travailler, mais il y a aussi des jeunes Italiens qui vont à l'étranger et ils sont les meilleurs. Ils font beaucoup de startups, par exemple. Et c'est visité aussi par le président Gentiloni aussi, qui ont envie de construire, de travailler. C'est quoi qui fait la différence? C'est le problème éducatif. On a encore une école administrative centraliste, mais combien d'enseignants qui sont bien préparés qu'on a entre nous? Combien d'étudiants travaillent? Combien d'étudiants vont même étudier en Amérique et ne sont pas deuxièmes à personne? Ils dépassent plusieurs Américains et plusieurs Anglais.
Mais pourquoi il y a cette excellence à l'école? Mais la question c'est, d'où naît la variabilité? Trilous avait même raison en disant que la statistique, c'est de qui mange un poulet en moyenne, en voyant qu'il y a des gens qui en mangent 2 et d'autres qui en mangent 0. Mais Trilous ne connaissait pas la variabilité. Il faut s'interroger où naît la variabilité. Donc les titres du meeting à cette question-là très présente. Les titres qui disent « Ce que tu hérites de tes pères, acquiert-le afin de le posséder ». Ça explique la variabilité, la variance. Parce qu'on vient d'un pays qui avait tout brisé, tout cassé. On l'a rappelé l'année dernière avec les 70 ans de la République, où beaucoup de gens, enfin 6 millions de migrants, ont fait la variance. On reconstruit un pays qui avant était mort. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? Voilà, il y a 2 erreurs. La première erreur, c'est l'erreur des stérophiles, qui nous ont dit l'Italie est vieille, il faut changer, il faut devenir l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis nous ont presque brisés parce qu'ils ont craché sur une richesse, sur une diversité, sur le fait que peut-être il y a aussi Starbucks dans le monde, mais quand nous allons dans un café italien où Starbucks s'est référé, on peut prendre l'espresso, le lait avec le café dedans. Il y a la diversité, il y a la génialité. Il y a une intelligence, un amour à la beauté qui nous rend encore très intéressants dans le monde, même dans la technologie, parce que tout le monde veut la Ferrari qui a commencé à nouveau à regagner dans les voitures. On est différent des Allemands, des Anglais et des Américains. Donc il faut bien regarder notre tradition, mais il faut la regarder différemment de ceux qui vont en autoroute et tournent le cou pour voir l'accident de l'autre côté. On a beaucoup de gens qui regardent à l'arrière et on se dit « Ah, c'était beau l'Italie il y a 50 ans. » Non, il faut arrêter avec Robert Neck. Sinon, on bloque la queue. Il faut voir des gens qui regardent à l'avant. Des gens qui prennent la tradition pour la changer. C'est ça le thème. Mais pour ça, il faut prendre ce qui nous enseignait Giussani. La tradition va critiquer aujourd'hui et reconstruite dans le présent, comme les jeunes qui ont fait l'exposition sur le travail. On ne peut pas commencer à faire les personnes qui nettoyaient. Il faut construire dans le lieu. Pour ça, il faut prendre le slogan qu'il avait dans l'exposition. Le travail change. Mais ce n'est pas les désirs du cœur de l'homme qui change. L'homme est toujours protagoniste. Il faut repartir du désir, de la question. Le changement d'époque est signé par le changement des hommes qui recommencent à faire pas les choses d'avant, mais les mêmes questions qu'il y avait auparavant. Et alors, ils peuvent construire des missiles à la place des petites voitures, mais ils vont reconstruire avec la question de refaire un nouveau sans se regarder à l'arrière, en prenant la richesse de la force italienne et cette diversité pour construire. Alors, Monsieur le Président, on voudrait que peut-être que ce soit regarder la diversité, même d'un point de vue politique, on veut voir la diversité. Pour ceux qui investissent, ceux qui étudient, il faut que même la politique finisse avec les moyennes. Parce qu'il faut donner un prix à cette diversité en cours, parce que cette diversité fera le bien même de ceux qui ont du mal à changer. Ce meeting est pour chercher à exprimer, à regagner cette diversité avec cette envie de faire, cette envie de construire, sans plus se regarder à l'arrière. Merci beaucoup. Presidente Gentiloni. Très bien. Monsieur Gentiloni, à vous la parole. Merci. Grazie. Cara Presidente Guarnieri.
Chère Madame Guarnieri, cher Monsieur Giorgio Vittadini, je pense que la 38e édition de ce meeting ne peut que s'ouvrir à mon tour aussi avec un hommage à la Catalogne et à Barcelone. Cette ville déchirée qui, ce matin encore, avec la messe pour la paix qui s'est tenue à l'intérieur de la Sagrada Familia à Barcelone, a lancé un message de force humaine à toute l'Europe. Et de meeting où nous nous trouvons aujourd'hui, nous disons à notre tour à notre ami magnifique et cher Barcelone que nous sommes à ses côtés. Et que non seulement nous sommes à ses côtés, mais qu'à partir du meeting, nous sommes proches des familles de Mme Leopardo, de Russo et des autres Italiens qui ont perdu leur vie dans les attentats d'il y a quelques jours. Donc voilà, qui a eu l'idée de transformer, qui a eu l'idée de transformer le territoire, de s'imposer avec le terrorisme sur le territoire a perdu. Pourtant, la menace ne s'arrête pas et je dois dire que cette menace intéresse tout un chacun. Moi, je ne crois pas à la propagande d'un site plutôt que d'un autre, bien sûr, des sites judaïstes. Pourtant, je suis conscient que aucun pays, et donc certainement même pas l'Italie, ne peut se sentir à l'abri de cette menace. Par conséquent, c'est de tout un chacun que notre effort, que notre force doit s'adresser à toutes les forces militaires de l'ordre qui sont engagées à tout niveau et qui sont engagées pour assurer notre sécurité. Le fait que le pays se sente uni autour de ces forces qui garantissent notre sécurité, c'est très important et je pense qu'il est également important de répéter, et nous sommes là pour le répéter aussi aujourd'hui au meeting, que les terroristes ne nous pousseront pas à renoncer à notre liberté. C'est-à-dire que nous défendrons sans cesse notre liberté. Nous allons le faire tout d'abord en remerciant qui chaque jour travaille pour nous garantir chaque jour notre vie telle que nous la vivons depuis toujours, c'est-à-dire en liberté. Ce que nous héritons, ce que tu hérites, voilà le thème de cette année. Mais de quel héritage parlons-nous finalement? C'est de ce point que je partirai, si vous me permettez. Beaucoup de jeunes sont présents aujourd'hui, des jeunes qui habitent le monde, et c'est du monde que nous devons effectivement partir. Aujourd'hui, dans le monde, le bien comme abri, c'est finalement une simplification, des simplifications qui ne sont pas justes finalement. Il y a des versions, disons, impériales, si vous voulez, des grands empires, des petits empires, soit, mais il y a aussi des interprétations, des interprétations aussi erronées où on veut reprendre de vieux mondes. Dans toute version qu'on considère finalement l'abri, le refuge, le retour au passé ne sert à rien. Des protectionnismes, des nationalismes, soit, ou même des nationalismes économiques, mais également des individualismes excessifs, les cultes des privilèges également, l'irresponsabilité vers le prochain, vers l'écosystème, vers les équilibres environnementaux dans notre pays. Bref, l'affirmation arrogante
de la primauté nationale, quelque chose qui est considéré comme étant un hommage au passé. Et je dis ça haut et fort, chers amis. Si c'est ça l'héritage auquel nous pensons, si c'est ça le rappel que le passé nous lance, c'est alors ça un héritage auquel nous disons non, que nous refusons très volontiers même. Pourtant, moi, je pense que ce vent de fermeture, hein, ben, il faudra s'interroger différemment. Si nous disons très bien à ça, nous répondons avec l'exaltation de la fermeture, nous savons très bien que nous courons des risques. George Orwell, de son côté, a remarqué que pour voir ce qui est devant nous, il faut un effort constant. Toujours est-il que, très simplement, les niveaux de connaissance, de bien-être, de technologie sans précédent se retrouvent ensemble et alimentent également des peurs concernant pour l'avenir, parce que les facteurs majeurs de progrès contiennent en soi des menaces que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, 1,2 milliard d'êtres humains ne sont plus dans des conditions de pauvreté, ce qui est bien en Amérique. En Amérique latine, c'est bien. La globalisation, de son côté, a augmenté aussi les attentes de vie. Bien sûr, la globalisation, la mondialisation a gagné sur pas mal de maladies et a réduit. Bon, M. Battadine, permettez-moi quelques statistiques, le niveau de violence, parce que le niveau de violence qu'on retrouve maintenant dans nos sociétés a baissé sur notre planète au cours de l'histoire. Et bien entendu, la révolution digitale a offert à des milliards d'êtres humains des capacités de connaissance, de communication sans précédent. Cependant, même si ce qui se précède, c'est bien vrai, la paix universelle, la toute-puissance de l'individu cosmopolite, voilà, hein, l'homme de Davos, quelqu'un dit, c'est-à-dire l'homme qui imagine sa capacité de dominer tout le monde, a été très bref. A été une illusion vraiment très, très brève. Vous vous rappelez la période de la belle époque des années 90, entre la chute du mur de Berlin et la chute des tours de New York, hein, comme en contre-champ avec, entre les 10 dernières années du siècle, les 10 nouvelles années du nouveau siècle. Voilà, l'illusion a duré dans ce laps de temps-là. Aujourd'hui, la mondialisation, la révolution digitale laisse sur le terrain aussi des pertes et des perdants. Ça, c'est clair, nous le voyons très bien, mais nous devons constamment nous efforcer pour nous rendre compte de ce qui se trouve justement devant nos propres yeux. En pensant à Zygmunt Bauman, la comparaison entre la réalité et toutes les possibilités qui nous sont ouvertes ouvre la porte au malheur. En effet, nous pourrions penser à tout ce qui s'est passé, le bon côté, les mauvais côtés. Certainement, nous avons connu aussi la diffusion de la solitude qui se répand, par exemple, dans une des plus grandes villes européennes, enfin pardon, dans plusieurs grandes villes européennes, on retrouve des familles avec un seul membre. Dès lors, vous verrez que plus d'un tiers des familles sont monoparentales. L'exclusion, la solitude, je le disais, donc voilà tout ce qu'on retrouve dans les couches les plus faibles de notre classe moyenne et qui frappe encore les jeunes en particulier. La peur qui parfois, voire souvent, se double d'une peur pour sa propre identité. Imaginez la peur pour sa propre identité qui se sont menacées. Donc l'héritage dont nous sommes en train de parler doit être situé dans ce passage historique bien précis, ce qui veut dire au niveau national
comprendre de ce dont nous parlons. Quand on parle d'héritage, quand on parle d'identité nationale italienne, il faut tout d'abord la comprendre pour qu'elle porte fruit. Et comme M. Vittadini le rappelait tout à l'heure, finalement, nous fréquentons beaucoup, voire même trop, si vous le permettez, les points faibles de notre identité italienne. Non pas parce qu'il soit absent, il y a certainement aussi des limites et des points faibles de notre identité. Évidemment, c'est évident qu'il y a un lien difficile entre les citoyens et un État relativement récent. Certes, il y a des différences entre le Nord et le Sud, certainement. Certes, on voit qu'il y a un récit national manquant de la part des élites, de la part du monde de politique, des responsables des médias. Ça, c'est sûr. Ce récit manquant au niveau national, eh bien, on en souffre. Ça, c'est sûr et certain, mais nous devons nous habituer à souligner les points de force extraordinaires de notre identité, non pas seulement et non pas uniquement à fréquenter les facteurs, les faiblesses. Nous devons nous habituer à mettre en exergue les points forts de notre identité. C'est un patrimoine à lui, un patrimoine. Notre patrimoine peut aider toute l'Europe à fuir le vent de la fermeture. Moi, je suis fière du fait qu'à l'occasion des 60 ans des traités de Rome, en Italie même, quelque part, le début d'un certain réveil européen ait pu avoir lieu. Donc, le fait que cette réalité européenne, certes, connaît des difficultés, mais c'est dans l'Europe qu'on peut trouver aussi une réponse d'ouverture face aux difficultés, crise d'identité, retour des nationalismes dont je parlais tout à l'heure. Bref, si aujourd'hui nous avons besoin de racines, de dynamisme, de culture, de capacité de travail d'entreprise, de cohésion sociale, d'ouverture, et alors qui, mieux que les Italiens, pourra vraiment offrir quelque chose, un exemple pour ce monde, le monde où nous vivons aujourd'hui? Parce que nous sommes ouverts au monde depuis des siècles. Nos villes sont ouvertes, nos entreprises sont ouvertes, les entreprises qu'on appelle multinationales de poche. M. Vittadini le rappelait rapidement tout à l'heure, très souvent ces sujets ont des racines très fortes dans leur territoire, sont fortement ancrés dans leur réalité territoriale et savent exporter dans le monde la culture dont ils ont hérité de leurs parents, donc de leur territoire, de leurs ancêtres, qu'ils ont construit dans le passé. Les multinationales, certes, sont des multinationales, mais sont ancrées dans le territoire. C'est là qu'ils ont commencé. C'est ça l'Italie qui aujourd'hui a la force de se présenter dans un monde compétitif. Et alors, comment investir dans cet héritage? Comment porter à fruit ce véritable capital italien? La croissance, finalement, réapparaît. C'est le fruit du travail qui a été entrepris pendant ces dernières années avec l'engagement dans les réformes qui ont été entreprises, en particulier mises en place par le gouvernement de M. Renzi et que nous menons de l'avant. Ce n'était pas sûr. Le résultat n'était pas sûr. Le fait de garantir la croissance et même une bonne situation des comptes, ce n'était pas sûr de pouvoir réaliser ces deux succès. C'était pas sûr de tout. Par exemple, éviter que certaines crises bancaires menacent les épargnes des familles italiennes, ce n'était pas sûr non plus. Mais bon, ça ne suffit pas non plus quand même. Le défi pour les années à venir demeurera dans la qualité de la croissance assurée en termes d'emploi et de lutte contre l'exclusion sociale.
De mon côté, je suis persuadée que nous serons capables d'entreprendre de nouveaux pas en avant dans la bonne direction avec la nouvelle loi financière, qui est d'ailleurs un passage fondamental pour achever de façon ordonnée notre législature. Et c'est d'ailleurs la tâche, la mission dont je me sens investie aujourd'hui et par rapport auquel je vais investir et engager les efforts personnels de tout mon gouvernement. Grâce aux efforts qui ont été entrepris ces années, grâce à la manœuvre, aux mesures qui ont été entreprises au printemps, grâce aux conditions que celle nous a permises aussi dans les derniers mois, la loi financière permettra aussi d'entreprendre des mesures, soient-elles limitées, pour accompagner la croissance dans la bonne direction. Ce n'est pas un hasard que j'ai dit quelques mesures, soient-elles limitées. En effet, c'est une loi difficile, c'est une loi avec des interventions, des mesures triées au petit peigne. Ici, il y a beaucoup de jeunes et je me rends bien compte que dans le cadre de ces limites, nous voulons concentrer ces engagements, les engagements prévus, surtout sur le travail pour les jeunes. Nous allons faire cela avec des facilitations permanentes, stables. Je disais que nous allons le faire avec des mesures stables en consolidant les résultats venant de la réforme Jobs Act de mon prédécesseur. Nous le ferons également avec une intervention extraordinaire sur les politiques actives pour l'emploi, qui, comme vous le savez, sont notre point faible finalement de notre système, du système italien. Nous venons d'une histoire, notre histoire est noble, elle consiste en la défense de l'emploi, une défense des emplois existants. C'est ça surtout le sens de la tradition d'où nous venons. Et encore aujourd'hui, nous sommes engagés en ce sens-là. Il y a à peu près 30 commissions de travail au sein du ministère du Développement économique, avec les syndicats également présents pour défendre les emplois dans des entreprises qui connaissent la crise actuelle. Cependant, pour faire en sorte que les talents disponibles aujourd'hui puissent véritablement porter des fruits face à la grande concurrence dans le monde, il faut pas que défendre les emplois, il faut également faciliter l'accès au monde du travail. Et dans ce sens-là, quelques mesures fortes peuvent devenir fondamentales, surtout si elles garantissent la stabilité. Et il faut en même temps aussi accompagner la recherche du travail quand celle-ci devient nécessaire, notamment aider la personne, aider le citoyen dans cette quête. Et puis également favoriser l'expérience professionnelle pendant le cours d'études, l'expérience, la réforme 4.0. C'est pas quelque chose qui va sur des rails parallèles. Elles doivent être enchevêtrées, elles doivent travailler ensemble. Et progressivement, même si cela n'est pas facile, il faudra garder le rythme qu'est le rythme de l'innovation. En même temps, il faudra se rappeler que les règles et les normes, même si elles étaient de par elles-mêmes suffisantes, ne seront pas suffisantes finalement. Parce que finalement, les parcours de vie et les parcours individuels et de plus en plus ouverts à de nouveautés, il faudra être créatif et de toute façon, il faudra que chacun y mette son grain de sel et s'engage personnellement, individuellement. Dans l'exposition que j'ai vue tout à l'heure avec mes accompagnateurs, j'ai vu ça, c'est-à-dire que cette conscience du fait que chacun doit mettre son grain de sel. Cette exposition le montre très bien. Les jeunes demandent des règles, demandent des normes, demandent un engagement de la part de l'État, des autorités nationales. Et en même temps, de toute façon, ils se rendent compte que sans le risque et l'engagement de tout un chacun, individuellement, ce parcours ne sera pas facile parce que les canevas du passé, c'est du passé, ils sont de moins en moins connus, sont de moins en moins applicables au jour d'aujourd'hui.
En même temps, nous chercherons aussi à lutter contre la pauvreté et les inégalités. Moi, j'ai honte de voir un monde où un banquier gagne 185 millions de dollars par an. Ce n'est pas acceptable, tout simplement. Ce n'est pas acceptable du tout. Et ça, c'est un problème pour le monde entier, pour l'opinion publique, pour le sens commun que nous devons bâtir tous ensemble. Nous sommes fiers du fait que nous avons pu introduire le fameux revenu d'inclusion, une mesure nationale pour faire face, du moins pour quelques familles en condition de pauvreté, à cette difficulté. Nous sommes fiers de la méthode que le gouvernement a mise en place, le gouvernement qui a travaillé dans la poursuite de cet objectif avec l'engagement de tout un chacun, y compris les bénévoles, notamment les acteurs de tout notre système social, incluant tout un chacun. Et puis, encore une fois, mes chers amis du meeting, il faut ouvrir notre regard. Nous avons parlé de regard de Magellan ces derniers mois, notamment regarder le monde à partir du cible, de la destination finale de l'explorateur et non pas de l'origine. Et c'est ça que nous devons faire, c'est ça le regard que nous devons adopter. Parce que Magellan, de toute façon, portugais, il était portugais. Et les Italiens qui ont voyagé avec lui sont restés eux aussi italiens à l'origine. Donc le regard en perspective était global, mais sans perdre l'identité de base. Se adottiamo questo sguardo, investire in Africa. Donc, il s'agit d'investir également en Afrique et dans la Méditerranée en promouvant le développement que la Popolorum Progressio définissait, le nouveau nom de la paix. Et en même temps, il s'agit de gérer les flux migratoires en mettant fin aux flux clandestins. C'est un phénomène très connu dans l'histoire. Sénèque, de son côté, rappelait que l'homme est un pèlerin sans cesse. Et la géographie, la démographie qui nous entoure nous confirme, nous disent que ce phénomène se confirmera, ne s'arrêtera pas, qui sera là et que nous devrons le gérer encore pendant longtemps, qui sème la haine et des illusions trop faciles n'aura pas gain de cause. Ça, c'est un phénomène de longue durée et à ça, il faut se faire. Mais dire qu'il s'agit d'un phénomène de longue durée ne revient pas à dire qu'on va renoncer à la gestion de ce phénomène. Ça ne veut pas dire qu'alors nous n'ayons pas un objectif clair, c'est-à-dire il faut des règles, il faut des limites. Voilà, nous allons décider ensemble, nous allons mener de l'avant ensemble. Et moi, je revendique au gouvernement italien qui n'accepte de personne des leçons dans la politique communautaire. Et Juncker a bien dit quand il a dit que l'Italie a défendu l'honneur de l'Europe sur les questions migratoires. Ce gouvernement, notre gouvernement, c'est le même qui promue des normes, par exemple, avec le code de conduite avec les organisations non gouvernementales qui contribuent à la stabilisation de la Libye et qui, de par cette initiative, commence à entrevoir les premiers résultats au sujet de la gestion, une gestion qui est moins désordonnée, et en termes aussi de réduction numérique des flux clandestins. Donc voilà, l'objectif n'est pas encore rejoint totalement, mais le chemin parcouru démontre être correct, le bon chemin sur lequel nous irons encore de l'avant. Au vu des résultats poursuivis, réalisés, le gouvernement n'a pas peur de reconnaître les droits et demander aussi le respect des devoirs à ceux qui rejoignent notre pays et encore plus à ceux qui sont nés en Italie, ceux qui vont à l'école en Italie.
Si l'avenir de notre cohabitation pacifique nous tient à cœur, alors la réponse demeure dans la gestion des flux migratoires et la lutte contre la radicalisation islamiste. La réponse n'est pas l'exclusion. La réponse n'est pas la négation de la réalité, parce que l'exclusion et la négation de la réalité alimentent toute forme de réaction négative et de menace. Ce ne sont pas une garantie de sécurité, mais de insécurité pour l'Italie. Regagner l'héritage comme pays, en tant que pays, veut dire ne pas avoir peur de ses propres talents, ne pas avoir peur de ce capital italien. Il faut que notre intérêt national le tienne à cœur, sans concession, sans mur, sans protectionnisme. Tout simplement se sentir italien. Il n'y a pas d'identité cosmopolite, mais les racines que tu dois revendiquer, elles doivent regarder à l'avant, doivent regarder à l'avenir, et nous pouvons le faire avec le bagage, l'héritage qu'est notre histoire, la force de notre expérience, et nous pouvons le faire mieux que d'autres. Si seulement nous avions le courage et la force d'être conscients de tout cela, d'en être finalement conscient. Et je m'adresse surtout aux jeunes qui sont présents parmi nous, parce que ce sera surtout à vous de prendre cette conscience dans vos mains, la conscience d'un potentiel extraordinaire, notamment se sentir italien et pouvoir investir le capital italien en misant sur les réseaux d'entreprise dans toutes leurs versions, la famille et les communautés. Le modèle italien gagnant est fait aussi de cette cohésion sociale. Et je reviens encore une fois à Bauman. Le bonheur commence chez nous. C'est ça qu'il écrivait en contact avec d'autres personnes dans les débats, les tentatives de négocier les litiges, les différends, les tentatives de comprendre les raisons qui sont les raisons de l'autre. Et donc, non pas autre chose que la souveraineté nationale. Un sociologue catalan, Castells, disait que les élites sont cosmopolites, mais les gens sont les gens de l'endroit, les gens locaux, et nous devons nous rendre compte que c'est ainsi, c'est exactement ainsi comme il y a encore quelques années, Manuel Castells, ce sociologue catalan, nous le rappelait. C'est sur cet héritage de racines, de mémoire, de culture et territoire ouvert au monde que nous pouvons investir le capital qu'est le capital italien. Sur cette identité, l'engagement de tout un chacun peut faire gagner l'Italie. Je vous remercie. No, tu, non prima. On voudrait vraiment presque un correspondant à ce passionné intérêt pour les jeunes, poursuivre avec quelques questions posées par les questions sur quelqu'un des sujets qui ont été affrontés par le président Gentiloni. Marco Saporiti. Qui est l'un des jeunes, enfin, c'est le chef du groupe des jeunes qui ont préparé l'exposition du travail que le président a déjà vu avant. Bonjour, Monsieur le Président. En collaborant avec mes amis, on a soigné l'exposition « Chacun ses travail ».
Je suis un designer et de la collaboration. Et il y a 4 ans, avant même de me diplômer, j'ai ouvert un enregistrement TVA et j'ai commencé à travailler dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, j'ai la perspective c'est celle d'ouvrir une petite entreprise de communication. Mais dans la construction de tels projets, j'ai rencontré des obstacles de nature administrative et fiscale qui ne facilitent pas la libre initiative privée. Donc la question c'est, vu que je veux que ça naisse en Italie, que ce soit en Italie parce que je me trouve ici banalement, comment le système économique italien regarde ces micro-réalités qui ont tous les désirs de naître et grandir? Bon, Cioè lui è quello che ha fatto la moda. bon, lui, il a coordonné l'exposition, hein, donc disons que voilà, c'est lui l'expert, hein. Il connaît très bien le mécanisme de la communication depuis ce que j'ai pu visiter dans le cadre de l'exposition. Bon, moi, de mon côté, il y a 10, 11 ans, j'ai été le ministre pour les les communications. Je pense que j'ai été le dernier, parce qu'après moi, le ministère a fermé ses portes, donc voilà, il n'y a plus aucun ministère pour la communication. Bref, je vous avouerai que à l'époque, mais je pense à l'avance même, donc bien avant mon expérience, j'avais quelques hésitations, quelques perplexités sur voilà, la communication, le développement, le retentissement de la communication, même les facultés de sciences des communications, de la communication était vraiment, voilà, faisait rage partout. Dans les dernières années, je pense que c'est pouvoir dire que ces perplexités n'ont plus raison d'être parce que indubitablement, s'il y a bien un secteur, c'est bien un domaine au sein duquel la capacité d'entreprise, la capacité de prendre des risques est importante, notamment la capacité de mettre ensemble des entreprises novatrices où tout cela est possible, eh bien, c'est la communication, c'est tout ce qui tourne autour de la communication, notamment l'utilisation de la toile en particulier. Donc, ma réponse est, il faut y croire. Je le dis parce que toi, tu y crois. Hein? Nous sommes dit pendant la visite de l'exposition, ce qui est fondamental, parce que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de réglementation favorisant tout cela et qui puisse remplacer la volonté de la personne qui souhaite, qui se lance, qui prend des risques. De notre côté, nous avons, pendant ces dernières années, nous avons tenté d'entreprendre des pas vers l'avant pour faciliter la vie, notamment l'accès à la profession, les réglementations TVA, pour ceux qui voulaient entreprendre de la sorte. Non seulement nous avons approuvé un régime forfaitaire, mais au sein du Parlement, nous avons également approuvé ce que nous avons défini de façon, je veux bien, glorieuse, etc., ce qu'on appelle le Jobs Act, donc ce paquet de normes qui favorise entre-temps le travail des indépendants. Je pense avoir vu un journaliste du Corriere della Sera qui écrit sur ce sujet, qui souligne souvent les limites de notre action pour favoriser voilà, l'activité des petites, voire très petites entreprises. Donc, finalement, mon point de vue est le suivant. Nous avons fait des choses, le régime forfaitaire, l'accès facilité en termes d'obligations de paiement, des facilitations également pour les petites entreprises, pour aussi les petites et moyennes entreprises novatrices. Il reste encore quand même beaucoup de travail à faire, certes, mais le secret réside dans la capacité d'initiative d'entreprise des jeunes qui qui prennent des risques et qui sont les premiers qui prennent le risque. Voilà ma réponse.
Proseguiamo, credo, ancora sul tema del lavoro. On poursuit encore avec le thème du travail avec Maddalena Sarcaggi, qui est l'une des autres qui ont soigné l'exposition sur le travail. Bonjour, Monsieur le Président. Dans l'expérience de travail de ces années après le diplôme, dans lequel je suis en train de dérouler la pratique judiciaire en continuant à collaborer avec l'université, c'est essentiel de rencontrer des maîtres et apprendre, regagner leur savoir pour le posséder, afin de le posséder un jour moi, et j'espère pas loin d'aujourd'hui. Cependant, deux problèmes naissent à l'horizon. D'un côté, le constant chantage présent dans notre marché du travail, pour laquelle si tu n'y arrives pas, il y a toujours un autre derrière toi qui peut te substituer, même avec un salaire mineur et en travaillant plusieurs heures. De l'autre, le futur de la recherche de l'université italienne, souvent immobilisée et pas trop encouragée, qui pousse beaucoup de nous à fuir à l'étranger. Devant de telles limites, quelles aides peut donner le système pays pour réaliser et pour offrir de telle manière un service et une professionnalité à la société civile? Oui, merci. Comme je le disais dans mon intervention d'ouverture, il y a des mesures sur lesquelles nous misons, notamment une mesure pour promouvoir les recrutements des jeunes, et cela bien sûr à partir du bien fondé de Jobs Act. Donc réduire la concurrence à la baisse dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, il y a toujours ceux qui offrent de plus en plus avec une rémunération de plus en plus basse. Or, maintenant, parlant université, parlant recherche, nous sommes en train de lancer une nouvelle expérience, notamment identifier les 180 départements d'excellence des universités italiennes pour donner à ces départements des supports, des soutiens économiques, notamment des financements, pourvu qu'ils recrutent des chercheurs. Voyons, on va voir si cela donne des fruits ou pas. Moi, je pense, du moins je l'espère, que cela puisse représenter un bon soutien. En même temps, nous travaillons sur le développement et la diffusion, le retentissement de l'université, ce qui semblerait inutile, mais finalement, ça ne l'est pas, parce que si vous regardez la situation des autres pays, vous verrez que c'est tout à fait différent. Nous voulons également donc faciliter tout cela, et d'après nos calculs, cela signifie à peu près 600 000 étudiants intéressés par nos mesures de facilitation, voilà, avantages fiscaux pour faciliter ceux qui, pour des raisons économiques par exemple, ont des difficultés à étudier à l'université. Les pays de l'Europe font mieux en ce sens-là. Il s'agit d'élargir la base des universités, c'est-à-dire permettre à plus de personnes de pouvoir étudier à l'université. En général, il s'agit de rendre notre système universitaire plus attrayant, plus compétitif au niveau global. Moi, je n'ai pas peur, personnellement, d'un système universitaire globalisé. Un système au sein duquel des chercheurs et des étudiants de nationalités différentes viennent, tout en ayant une nationalité différente. Ce dont j'ai peur, c'est que l'Italie ne soit pas suffisamment compétitive. Nous sommes à la 4e place. Nous sommes 4e en Europe en termes de nombre d'étudiants universitaires, en termes de population universitaire. Ceci dit, je ne suis pas surpris de voir que nous sommes très en arrière par rapport, par exemple, à la France ou alors au Royaume-Uni. Je suis surpris de voir que nous sommes à mi-chemin par rapport à l'Allemagne en termes de nombre d'étudiants étrangers dans nos universités.
Si nous réfléchissons en termes de qualité de l'université et aussi de qualité de vie dans nos villes, je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux. Voilà, donc nous n'avons pas peur d'un système européen. Je pense que l'Italie, pour cela faire, doit être plus compétitif dans le cadre européen. On va conclure avec la dernière question, et je crois que ça nous mène sur d'autres horizons, de Andrea Veduto. Monsieur le Président, la dramatique situation de la Méditerranée et de l'Orient à côté nous demande beaucoup de responsabilités. Mais au-delà de l'émergence des migrants, qu'est-ce que l'Italie doit faire pour donner à ces crises des réponses solides et concrètes, comme ça épouse le concept de soutenir les populations là où elles sont, où les pays ils vivent, je pense par exemple la Syrie, sont victimes de l'embargo et des sanctions provoquées vraiment par les communautés internationales. Et quand l'Italie va rattraper une position d'importance, désormais perdue du temps, à l'intérieur de la Méditerranée. Je ne suis pas enthousiaste, je dois dire, de la dernière partie de ta question. Dans ce sens que, bon, que dire, dans l'Italie, dans la Méditerranée, la position de l'Italie est centrale. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas cherché. C'est la géographie qui nous a positionnés là. Nous sommes centrales également dans les politiques migratoires de l'Union européenne. Nous sommes donc dans une position centrale aussi quand on parle de crise. La crise, par exemple, avec la Libye, parmi les pays européens dans cette famille. Donc, nous avons un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le Daesh, donc le terrorisme qui veut s'imposer sur l'État. Après les États-Unis d'Amérique, nous sommes le pays, l'Italie est le pays qui présente la plus grande force militaire engagée contre le Daesh. Nous avons un rôle fondamental à jouer avec le Liban, donc en termes économiques en plus. Pour ne parler que des questions économiques. Alors là, dans un discours de Méditerranée élargie, l'Italie est un des 4 partenaires économiques de cette grande région méditerranéenne élargie. Et les 3 autres sont États-Unis, Chine et Allemagne. Donc voilà, je ne dirais pas que je ne serai pas là à dire que rien ne va plus. Par contre, voilà, je suis là pour reconnaître qu'il y a un problème dans la Méditerranée. Donc, pour un seul pays hein, que nous sommes, nous avons un rôle, nous avons certainement, je m'explique, la clé pour la solution des crises, la stabilisation de la Méditerranée n'a pas encore été identifiée. Alors, c'est quoi cette clé pour la stabilisation? Moi, j'entends voilà, la nostalgie de tout un temps. Et d'ailleurs, ce temps, c'était finalement le temps de l'illusion avec voilà, le monde plat et fini. Il y a une grande superpuissance pour tout le monde. Nostalgie du fait qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur sachant garantir l'ordre, construire l'ordre. Or, l'expérience nous a bien montré que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas comme ça que les choses peuvent se faire. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut dans la Méditerranée? Eh bien, moi, je pense qu'il nous faut un schéma, je dirais, multilatéral, voilà mon opinion. Et voilà, ça, c'est un moment difficile, nul ne doute. Nous avons une crise en Libye qui doit encore être résolue. Dans le Yémen, même chose. Une crise qui peut-être voit quelques petites éclaircies, que sais je ne sais où. Mais entre-temps, 60% des dirigeants, des jeunes Syriens a quitté la Syrie. Donc voilà,
Il y a toute une tension sans cesse dans le Golfe également. Voilà, dans ces moments difficiles aussi, ce qu'il faut, c'est une capacité multilatérale de tisser des relations de paix. Nous avons fait une expérience pendant la guerre froide en Europe, l'expérience qui donc ont amené au traité de Helsinki. Et on parlait là de choses simples finalement, la cohabitation, les frontières, quelques principes de base. Or, ce que moi je souhaite, et d'ailleurs il y a quelques pays qui travaillent déjà dans cette direction, à Koweït, juste pour porter un exemple, l'Italie également. L'Italie est un pays qui cherche à tisser des relations même dans un moment chaotique qui promue les forces, même dans un moment, dans une période de conflit. Il faut donc une nouvelle forme de multilatéralisme dans la Méditerranée. Il n'y a plus une grande superpuissance dictant des règles à tout un chacun. Il n'y aura plus d'hégémonie régionale tout-puissante, même si quelqu'un souhaite cela encore. Il faut encore une construction lente, progressive et prudente à ce niveau-là, au niveau multilatéral. L'Italie n'est pas en arrière, joue son rôle et peut jouer, bien sûr, de plus en plus. Merci. E grazie a tutti. Merci, les présidents, de la part de nous tous, pour être venus ici et pour avoir voulu écouter et regarder même à ce qu'on est en train de faire.